Bonsoir à tous, merci de m'avoir convié à participer à cette conférence avec vous. C'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'environnement et la santé d'une manière générale. C'est pour ça d'ailleurs j'ai choisi la spécialité d'allergologue parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre l'environnement et la santé et que parfois en agissant sur l'environnement, on peut améliorer notre santé sans passer par la case médicamenteuse. Donc c'est toujours intéressant. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler donc de pollen et de santé. Alors en fait, les pollens peuvent induire des maladies allergiques. On appelle ça les pollinoses. La plus connue, c'est ce qu'on appelle le rhume des foins. C'est connu depuis des décennies, des centaines d'années. C'est une allergie en fait aux graminées qui donne le plus souvent une rhinoconjonctivite et qui est limitée à la période printanière ou estivale en fonction de la région où on habite et de la période de pollinisation. Cette allergie, c'est l'allergie pollinique la plus fréquente dans le monde occidental. Beaucoup de personnes sont concernées, on estime entre 20 et 25%, mais à des degrés plus ou moins importants de sévérité. Il y a des gens qui vont être gênés que pendant 15 jours et très peu gênés. Il y a des gens qui vont être extrêmement gênés. Mais ce qui interpelle les allergologues, c'est que depuis de nombreuses années maintenant sont apparues des pollinoses, donc des rhinoconjonctivites liées à des pollens, mais pas limitées à cette période traditionnelle, si je puis dire, printanière, mais à d'autres périodes plus précoces et en particulier l'hiver. Alors, traditionnellement, l'allergie au pollen se développe à deux conditions. La première, c'est d'avoir une prédisposition génétique à développer une maladie allergique, et ça, on l'hérite souvent de ses parents. Ce n'est pas une maladie génétique au sens où on ne va pas transmettre un gène de l'allergie qu'on aura systématiquement, mais on aura une prédisposition, ce qui veut dire qu'on aura une facilité à développer une allergie à un pollen si on est exposé évidemment à ce pollen. C'est la seconde condition, il faut qu'il y ait une exposition allergénique. Si vous avez la malchance de vivre dans un endroit un peu pluvieux au nord de la France, vous risquez moins d'être allergique au pollen que si vous habitez à Montpellier, même si vous avez la même prédisposition génétique. Par contre, vous avez plus de risque de tomber allergique à la moisissure, puisqu'il y a plus de moisissure dans ces pays humides que dans notre région. Donc il y a deux facteurs normalement, la prédisposition génétique et l'exposition aux allergènes. Alors, il faut savoir qu'il y a des pollens qui sont plus allergisants que d'autres, mais je pense que, Florence, tu y reviendras peut-être. Donc, je vais très brièvement, c'est la morphologie, la composition et la concentration dans l'air. C'est les trois facteurs qui vont faire que ça va pouvoir provoquer ou non une allergie. Tous les pollens ne sont pas du tout allergisants comme beaucoup de gens le pensent. Donc, la première chose, c'est la taille. Si le pollen est très gros, il est moins allergisant parce qu'il ne peut pas pénétrer la muqueuse respiratoire. Or, c'est en pénétrant dans la muqueuse de notre nez et de nos bronches que le pollen va pouvoir faire cette réaction allergique qui est à l'origine de l'inflammation et des symptômes. Donc c'est de la taille quand même du micron. Et souvent les patients pensent qu'ils sont allergiques à des pollens qu'ils voient, des très gros pollens comme les peupliers ou les pins. Mais en fait ces pollens sont beaucoup moins allergisants et ceux qu'on voit sont souvent des ennemis assez invisibles. La deuxième chose, c'est la composition physico-chimique. Le taux d'azote protéique détermine le niveau d'allergénicité d'un pollen. Et enfin, c'est la concentration dans l'air, puisque c'est dans l'air qu'on va respirer ces pollens, et qui vont nous attaquer au niveau des yeux, du nez ou des bronches. Et donc, ce sont les pollens qu'on appelle anémophiles, qui sont donc déplacés par le vent, qui vont être les plus allergisants, puisqu'il faut respirer une grande quantité de pollen pour déclencher une réaction. Alors, les graminées, c'est l'allergie traditionnelle, comme je vous l'ai dit, au pollen. C'est un pollen qui est allergisant, mais qui n'est pas polluant. Je vais vous expliquer pourquoi. Allergisant, ça veut dire qu'il peut provoquer une allergie chez une personne qui a une prédisposition, mais ça ne concerne que les sujets prédisposés. Si vous mettez 1000, 2000 ou 3000 personnes dans un champ de blé, les blés étant des graminées, très puissants, très allergisants, eh bien, il y aura toujours le même pourcentage de personnes qui va devenir allergique, en gros 20 ou 25%. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans le pollen traditionnel, si je puis dire, allergisant. Alors qu'à l'inverse, il y a des pollens qui sont considérés comme des polluants biologiques. Polluant biologique, ça veut dire que le taux de personnes allergiques est corrélé au taux de pollen dans l'air. Polluant, ça veut dire qu'il y a une corrélation entre le taux dans l'air d'une substance, toxique ou biologique, là, les pollens, et le nombre de personnes qui vont être atteintes. Ce qui veut dire qu'en théorie, dans un scénario catastrophe horrible, un jour, nous pourrions tous être allergiques au cyprès. Ce qui est impossible pour aucune autre allergie. Il n'y aura jamais 100% de personnes allergiques aux acariens ou aux graminées ou aux animaux. Le polluant biologique a cette particularité d'induire des allergies, d'autant plus qu'il est présent dans l'air. Plus il y a de pollen, plus il y a de personnes qui vont devenir allergiques. Et si on met 1000 personnes dans une immense zone de cupressacée, eh bien le pourcentage de personnes allergiques peut augmenter, contrairement aux graminées. Et en plus, aparté, mais on y reviendra, ces plantes ne sont pas très indispensables à l'homme. Voilà, donc en fait, la main de l'homme, parce que finalement, sur ce genre de problématiques qu'on a aujourd'hui en tant qu'allergologue, on se rend compte que c'est souvent
liées au fait qu'un pollen devient en très grande quantité dans une région, dans une localisation, et c'est ça qui va induire des allergies. Il y a certaines essences qui sont en augmentation, on y reviendra, et je crois que tu en parleras aussi, le fameux problème des cyprès du Thuya. Et effectivement, la main de l'homme, là, est un exemple idéal, mais il y a aussi l'ambroisie en Rhône-Alpes, qui fait qu'à un moment donné, un pollen, de manière totalement irrationnelle et presque incontrôlée, va augmenter dans l'air et va atteindre des taux qui vont induire des allergies chez de nombreuses personnes qui, sans ce taux très élevé, n'auraient pas été allergiques. C'est ça que je veux vraiment souligner auprès de vous, c'est qu'il y a vraiment un lien entre l'action de l'homme et les maladies qu'il pourra induire à travers le niveau de pollen. Donc on est vraiment responsable de cela. C'est une allergie, les cupressacées, qui a émergé dans les années 70, je reviendrai brièvement à la fin. Mais alors, la main de l'homme, doublement la main de l'homme, donc vous parliez de M. Lefroc-Prigent et du diesel, voilà, qui disait ne pas être cancérigène, c'est vrai que c'est agaçant. Le cofacteur, c'est la pollution. C'est un cofacteur qui est vraiment très très important. Et c'est ce qui va faire que non seulement l'homme plante de plus en plus de certaines espèces, donc va augmenter artificiellement le taux de pollen dans une zone donnée, mais parallèlement, on s'est rendu compte que les gens étaient plus allergiques au pollen en zone urbaine qu'en zone rurale, ce qui est assez atypique. La première étude qu'elle a montrée, c'est une étude finlandaise, parce que finalement, en zone rurale, il y a beaucoup plus de végétaux qu'en zone urbaine. Donc les chercheurs se sont dit, mais pourquoi on est plus allergique en ville à des pollens qu'à la campagne? C'est un truc de fou. Eh bien, c'est dû à la pollution, en fait. La pollution va modifier l'aptitude à se sensibiliser au pollen et va rendre les pollens plus agressifs. Alors, il y a 3 mécanismes. Le premier, c'est que la pollution atmosphérique va irriter nos voies respiratoires, c'est un toxique des voies respiratoires, va les rendre plus inflammatoires, donc plus perméables, plus sensibles, plus réceptibles à l'agressivité du pollen. C'est le premier mécanisme. Le second, c'est que la pollution atmosphérique, et en particulier les particules de diesel qui sont très toxiques, vont agir comme un cheval de Troie. C'est-à-dire qu'elles vont être des transporteurs des pollens, elles vont prendre le petit pollen sur le bras, elles ont une taille tout à fait adaptée, ces particules diesel, pour pénétrer très facilement et très profondément dans les voies respiratoires, et elles vont emmener avec elles les allergènes et les pollens, qui vont ainsi pouvoir pénétrer plus facilement au cœur de notre système respiratoire. Et le troisième mécanisme est que des études assez récentes ont montré que la pollution atmosphérique augmente le pouvoir allergisant des pollens. C'est-à-dire que dans l'expression des pollens, les allergènes qui sont dans ces pollens vont exprimer certains enzymes qu'on appelle des protéases, qui sont très agressifs pour les voies respiratoires, et on a montré que la pollution rend les pollens eux-mêmes plus agressifs. Donc par ces 3 mécanismes, la pollution est un cofacteur qui fait que l'homme, à 2 niveaux différents, par sa façon de gérer ses espaces verts et par sa façon de gérer la qualité de son air, va induire des risques allergiques très très conséquents, en particulier dans les zones urbaines. Et ben voilà, encore la main de l'homme, pour mettre, je dirais presque la cerise sur le gâteau, comme si ça ne suffisait pas, vous savez bien que les conditions climatiques changent, on en est vraiment le témoin dans notre région, je pense, on avait dit que ce serait pour dans 50 ans, mais hélas, moi je le vois, je suis installée depuis 20 ans, et les taux de pollen, les saisons polliniques, tout a complètement changé, tout a explosé. Et les températures plus clémentes favorisent la pollinisation, évidemment. Le vent, on a beaucoup plus de vent qu'il y a quelques années, favorise énormément la dispersion des pollens. Il faut savoir qu'un pollen de cyprès peut faire plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, donc c'est très violent. Les pluies faibles aussi peuvent favoriser l'augmentation dans l'atmosphère des pollens. Ça, c'est un peu atypique, parce que quand il y a des pluies plus faibles ou des pluies très brutales comme un orage, ça va fragmenter la membrane du pollen et libérer les allergènes pollinisants enzymatiques à l'intérieur. Par contre, à l'inverse, les pluies fortes et continues entraînent la diminution des pollens et des allergènes. C'est pour ça que à Lille ou à Strasbourg, ils ont moins de problèmes qu'à Montpellier ou à Nîmes, probablement. L'allergie au pollen, donc, elle a évolué. La concentration pollinique, elle est très très importante par rapport à il y a 20 ans. Et du coup, la prédisposition génétique devient moins déterminante. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui n'ont pas d'antécédents familiaux d'allergie, qui peuvent devenir allergiques à tout âge. On voit des enfants de 4 ans, on voit des seniors qui n'ont jamais aucune allergie. Ça a complètement bouleversé tout ce qu'on nous avait appris à la faculté de médecine. Ce n'est pas la personne de 20 ans qui a des parents allergiques qui va faire son allergie au pollen de graminées, je dirais un peu tranquillement. Là, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, avec des réactions parfois très sévères. Donc ça, on y reviendra, c'est tout le rôle en fait, de la diversification de nos actions. Et juste peut-être un petit focus, mais tu y reviendras Florence, je pense, sur les cupressacées, qui est une famille qui comprend différentes espèces. Au départ, c'était pour orner les maisons, les cimetières, très bien, mais aujourd'hui, il y a eu une multiplication, et ça a démarré dans les années 70,
Dans les années 70, cette allergie n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas de pollen de cyprès en quantité suffisante. Et puis on a vu des cas émerger, et on a situé la localisation du début de cette allergie au cyprès dans l'Hérault, enfin dans la région, en tous les cas autour de Montpellier, c'est à Castelnau. En fait, c'est le moment où ils ont commencé à lotir, c'est les premiers lotissements à Castelnau dans les années 70, où les gens ont mis des haies, et c'est là qu'on est passé du ornement à la quantité qu'on fait. Donc je passe sur les qualités, entre guillemets, de la haie de cyprès. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est une allergie très fréquente et qui est en croissance permanente, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un polluant biologique, donc il peut y avoir à terme tout le monde quasiment qui est concerné. Voilà une courbe qui est un peu ancienne, excusez-moi, je n'ai pas trouvé une plus récente. Voilà les comptes polliniques de cyprès grâce au RNSA à Nîmes, entre, vous voyez, 91 et 2001. Donc vous voyez que ça part de très très bas quand même, parce que les comptes polliniques, pour qu'on ait des comptes sur les capteurs, il faut qu'il y ait énormément de quantité de cyprès dans l'air. Et on arrive à des taux qui sont à 30 000, mais aujourd'hui on peut aller jusqu'à 80 000 par exemple. Vous voyez, 15 ans après. Donc on n'arrête pas d'augmenter le taux de cyprès à cause des plantations, du climat, de la pollution. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus on augmente le taux de cyprès, plus de personnes deviendront allergiques. Donc il y a vraiment là un problème réel de santé publique. La particularité des cyprès, c'est que c'est des sujets qui n'ont pas de prédisposition allergique, comme je vous l'ai dit. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, des sujets souvent monosensibilisés. C'est des gens qui n'ont pas d'autres allergies. Les gens qui sont allergiques aux graminées ou aux oliviers, souvent ils sont allergiques un peu aux acariens, aux chats. Ils ont ce fameux terrain allergique. La personne allergique au cyprès, la particularité, c'est que si elle n'avait pas rencontré les cyprès, elle n'aurait jamais été allergique. Donc ça, c'est particulièrement contrariant. Et comme je vous l'ai dit, ça peut survenir à tous les âges de la vie, avec des manifestations souvent extrêmement violentes. Nous, on voit des cas extrêmement sévères qui répondent mal au traitement traditionnel. Heureusement, on peut désensibiliser désormais, et avec souvent des asthmes associés. Bon, la saison, c'est janvier, février, mars. Il y a aussi les cadres, mais tu y reviendras, je pense sûrement. Voilà, en novembre, avec les cadres, c'est les chasseurs et les champignonneurs qui sont très gênés, parce que c'est un pollen qui vole moins que ceux, par exemple, des cyprès. Mais quand on est dans la forêt, qu'on cherche des champignons et qu'on bouscule les cadres en octobre, là, on peut avoir des crises allergiques assez sévères. L'application des professionnels, elle est très importante. Voilà, les urbanistes, les paysagers, les collectivités locales, nous aussi. Sensibiliser la population. Moi, je vais vous dire que par rapport au début de notre travail d'il y a une quinzaine d'années, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que dans ma patientèle et même autour de moi, auprès de mes amis, il y a une vraie prise de conscience individuelle. Je vois très peu de gens maintenant qui plantent des cyprès. Ils en ont quand ils achètent une maison, oui, mais j'en vois peu qui le font. Par contre, moi, ce qui me rend folle de rage, c'est que cette prise de conscience qui me semble quand même s'amorcer nettement, enfin tu me diras ce que tu en penses, au niveau individuel, hélas, n'est pas du tout réelle dans les collectivités. Et ça, je ne me l'explique pas aujourd'hui parce que tout le monde est au courant et aujourd'hui, les changements de comportement collectif ne sont pas manifestes. Moi, j'habite à Montferrier. Il y a eu une 4 voies qui a été faite entre le rond-point Agropolis et de la Lyre. Donc, cette 4 voies, elle a 2 ans. Eh bien, ils ont mis des de cyprès des deux côtés pour la longer, alors que je vous ai expliqué le lien, pollution atmosphérique, pollution diesel et cyprès. Là, je ne comprends pas. Là, il y a quelque chose que je ne m'explique pas aujourd'hui. Et c'est vrai, à Bayard, ils ont fait une école maternelle récente. Ils ont mis 2 haies de cyprès dans l'école maternelle. Donc ça, c'est des choses, si vous voulez, qui sont très interpellantes. Et moi, je dis à mes patients, il y a des élections municipales, donc il faut faire pression auprès de ces municipalités, voilà, pour leur faire changer de comportement. Voilà, je vous remercie. C'est très bien. Après, comment on fait? J'y vais, j'enchaîne et puis après on pose des questions. Moi j'aurais des questions aussi à te poser. Mais en fait, je vais commencer par répondre à ta question. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément il y a un problème de communication et ça c'est général partout où qu'on soit. Donc quand il y a des plans de plantation dans certains aménagements, on ne concerte pas forcément tout le monde et puis on ne prend pas tous les aspects en compte. Et aujourd'hui, pourtant, il y a des progrès, je trouve, qui sont faits depuis quelques années en matière d'aménagement. On essaye de regrouper plusieurs champs de compétences, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Et cet aspect-là, il est très encore méconnu du public. Si ce n'est sur les cyprès, quand même, c'était un des plus connus. Donc, je vais être peut-être un peu redondante, mais on va y aller ensemble. N'hésitez pas à m'interrompre pour me dire si vous avez des questions. Donc en fait, ça rejoint tout ce que tu as dit, Florence, tout à l'heure, à savoir que moi je vais parler de mode aussi. Il y a un phénomène de mode dans les jardins, chez les paysagistes. Il y a quelques années, dans les années 70, la mode, c'était d'entourer sa maison de haies de cyprès. Puis il se trouve que c'était les plantes les moins chères qu'on trouvait sur le marché également, donc ça compte aussi.
en termes économiques. Aujourd'hui, la grande mode, c'est les graminées. Elle dure depuis les premiers festivals des jardins à Chaumont-sur-Loire qui dataient c'est début 2010, des années 2000, là, je crois, voilà, mauvaises herbes. Ouais, mauvaises herbes, ça date de loin, c'était une thématique un peu éloignée maintenant, mais du coup, vous l'avez certainement constaté, il y a des phénomènes de mode. Alors, on plante beaucoup plus de graminées, aussi bien dans les massifs que sur les bords de route. Voilà, on les intègre à tout type de composition paysagère. Donc ça aussi, ça peut jouer. Ça rejoint ce que tu as dit. Les cyprès, il y a eu un boom avec les constructions des lotissements. Et je pense que pour les graminées, ça se développe énormément beaucoup. Alors là, je ne suis pas compétente, mais je sais qu'il y a des graminées qui sont plus ou moins allergisantes ou allergènes. On dit allergènes ou allergisantes ? Allergisantes. Les stipas qu'on voit en bas à gauche, qui sont très à la mode, qui ont tendance un peu à envahir aussi nos espaces, les stipas, les nifolias, qui se ressèment de partout, ne sont peut-être pas d'ailleurs les plus allergisantes qui soient dans les graminées. En tout cas, il y a un autre problème après d'envahissement. Bon, ça, c'est autre chose. En tout cas, dans le look même de nos paysages, on voit une arrivée massive de ces plantes-là qui, il y a 20 ans, étaient totalement absentes de nos espaces. Donc il y a une espèce de mode à cultiver des stipas qu'on voit à gauche, des miscanthus à droite, parce qu'elles apportent un peu de mouvement à nos massifs et puis qu'elles répondent au phénomène du vent. Alors en ce moment, on est servi. Eh bien oui, oui. Donc la mode. Voilà. Du coup, là, elle est là, la plaquette, mais c'est vrai, tu l'as dit, voilà ce qu'on voit, ce qu'on continue de voir. Donc, on peut en parler brièvement. Donc, celui-là qui a au milieu, là, le petit zoom, c'est le cyprès de l'Arizona. Donc, c'est le cyprès bleu de l'Arizona. Personnellement, je suis dans le Gard là depuis 5 ans. J'avais jamais été entourée par de cyprès. J'ai développé une allergie au cyprès en arrivant à cause de ma propre haie de cyprès de l'Arizona bleu. Donc, j'aime tous les végétaux, mais celui-là, quand même, j'ai un peu de mal. Voilà. Et en fait, on a largement parlé à ce moment-là, dans les années 70, de phénomènes de bétonisation en fait, des clôtures. On construisait des haies de clôture en monospécifique, un peu comme on aurait construit des murs en béton, et ça avait tendance en plus à standardiser nos paysages. Donc en plus de ce phénomène allergène, il y avait une espèce de standardisation des paysages. Mais tout ça, ça se recoupe, puisque standardisation dit énorme quantité de cyprès utilisés, donc dit lâcher de particules allergènes. Donc voilà. Ensuite, alors, il y a plusieurs formes d'allergies. Alors, parce que du coup, j'ai étendu à d'autres formes aussi, mais ça va être intéressant. Bon, les allergies respiratoires, moi, ça m'intéresse en tant que paysagiste et puis en tant que botaniste. Enfin, quand on s'intéresse aux plantes, d'abord, c'est un moteur pour le végétal. C'est extraordinaire pour le végétal. Sans vent, en fait, il y a tout un tas de plantes, dont les graminées, qui n'existeraient pas. Donc nous, par là même, on n'existerait pas. Donc le vent, il est très utile. Il est indispensable pour ces plantes, mais en même temps, il provoque des problèmes d'allergie. Donc il va falloir vraiment trouver un équilibre entre les deux. En tout cas, on voit que les graminées, si on les regarde un peu au zoom, elles sont complètement adaptées à une pollinisation et une dissémination par le vent. Donc ça, c'est leurs organes de reproduction qu'on voit à la loupe. Donc elles n'ont pas des fleurs exceptionnelles qui attirent les insectes, donc elles sont pollinisées par le vent exclusivement, elles n'ont pas besoin d'avoir des couleurs extraordinaires. Donc leurs fleurs sont assez anodines, en tout cas elles sont super équipées pour être pollinisées par le vent. Donc il y a des grands lâchers de pollen à des moments de l'année, et ces pollens-là arrivent sur d'autres fleurs. En général, il y a des pollinisations croisées pour une fécondation et reproduction de la plante. Donc le vent, c'est un formidable moteur d'abord de reproduction de ces plantes, en même temps qu'il est un formidable moteur de source d'allergie. Du coup, au niveau de ces allergies respiratoires, il n'y a pas que les graminées, donc tu l'as très bien dit, qui sont source de problèmes. Donc les graminées, on les appelle les plantes monocotylédones. Chez les dicotylédones, il y a beaucoup de plantes anémophiles aussi, donc qui ont besoin du vent pour se reproduire ou tout simplement disséminer leurs grains de pollen. Donc il y a les conifères, dont les pins, les sapins, les épicéales, mélèzes, les cyprès, les genévriers, dont le fameux cade dont tu as très bien parlé, j'en rajouterai rien du tout. Voilà, ça fait partie des arbustes de nos garrigues, extrêmement intéressants, extrêmement, comment est-ce qu'on dit, qui durent sur la durée, donc extrêmement intéressants.
Beaucoup de bétulacées, dont les aulnes, les bouleaux, les noisetiers, les charmes. Donc ça, on les a un petit peu moins chez nous, sauf pour le noisetier qu'on rencontre au bord de nos rivières, un peu dans l'arrière-pays. Voilà. Et puis également, ça tu en as parlé, donc la majorité, c'est intéressant de savoir, donc la majorité des fagacées, donc les châtaigniers, nos chênes, il faut savoir que le chêne, c'est quand même un emblématique aussi de nos paysages méditerranéens, à commencer par le chêne vert, le hêtre, les salicacées, les saules, les peupliers, les oléacées, tu en as parlé. Donc il y a des allergies à l'olivier. Oui. Là, c'est un bel arbre emblématique aussi de nos paysages méditerranéens. Et puis également tout ce qui est Chénopodiacées, donc ça c'est la famille des épinards. Les amarantacées, dans les amarantes, on en cultive beaucoup dans les massifs d'annuels. Les amarantes queue de renard, ça doit vous parler, ça forme des plantes annuelles extraordinaires qui contribuent à la décoration de nos massifs. Et des astéracées, on y reviendra, parce que la plus célèbre d'entre elles, l'allergène, c'est l'ambroisie. Voilà. Donc super, ça, le vent est facteur de dissémination, mais voilà, donc tu l'as dit, en fait, c'est intéressant de savoir pourquoi. Donc il y a un mode de pollinisation qui est hasardeux, avec le vent, certes, donc du coup, il faut que les plantes fabriquent énormément de pollen. Donc c'est complètement lié, hein, pour pouvoir assurer en fait leur descendance. Et puis, ça, tu l'as dit aussi tout à l'heure, donc on n'y revient pas trop, mais les grains de pollen des plantes qui sont anémophiles, donc qui ont besoin du vent pour réaliser leur cycle de reproduction, sont généralement de petite taille, souvent pulvérulents et puis secs. Voilà, pour les transports. En termes de chiffres, il y a un chiffre, un chaton, donc c'est juste ce qu'on voit là, de noisetiers, libère jusqu'à 4 millions de grains de pollen par jour, pour vous dire quand il y a. Donc ça fait un peu du monde. Voilà. Ça, c'est pour donner un chiffre. Après, les chiffres, on fait ce qu'on veut. Mais... Voilà. Et au niveau des allergies, mais moi, je développe ce problème de l'ambroisie parce qu'il n'est pas chez nous encore, mais il arrive, en fait. Il arrive. Il reste en vallée du Rhône. Et pourquoi j'en parle là? Parce qu'on la confond avec les armoises. On trouve au bord de nos routes beaucoup d'armoises. Donc, les armoises sont également des astéracées comme l'ambroisie. Mais souvent on les confond et les gens ont peur. Ils se disent est-ce que c'est de l'ambroisie, est-ce que c'est pas de l'ambroisie? Et il y a une lutte obligatoire quand même contre l'ambroisie qui a été lancée. Alors ça sort pas de ma tête, c'est vraiment une plaquette qui est très bien faite par le département du Rhône. Et il faut communiquer, il faut vulgariser tout ça. Et donc je pense que par rapport à ce que tu as dit, il manque d'outils de vulgarisation pour tous, pour encore parler des allergies au cyprès. Je trouve que c'est assez simple. Là, on compare les deux types de plantes. Vous voyez dans le petit tableau en haut à droite, l'ambroisie, comment on la reconnaît? C'est au niveau des tiges, elle aura des poils alors que l'armoise n'en a pas. Elle va avoir les tiges rouges, mais l'armoise aussi en a. Enfin, c'est des critères très simples, mais déjà qui permettent de distinguer les deux plantes et surtout de pouvoir identifier sans aucune difficulté l'ambroisie qui commence à arriver. On commence à la détecter chez nous, mais un tout petit peu. Donc pour l'instant, il n'y a pas de pic allergène. Et nous, en tant que paysagistes et horticulteurs et pépiniéristes, toute cette filière-là, elle nous intéresse à un autre titre. L'ambroisie, c'est qu'elle fait partie des plantes invasives, des plantes envahissantes. Donc des exotiques qui n'ont rien à faire chez nous et qui ont tendance à concurrencer également la biodiversité locale. Donc là, il y a un double problème pour l'ambroisie. Vous voyez, s'il y a des questions, on y reviendra peut-être après. Voilà, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est encore vulgariser, mais comme ce qui a déjà très bien été fait dans la plaquette qui est là, mise à votre disposition, qui a été réalisée, dont tu as parlé. Là, le CAUE y est pour beaucoup. Il faut expliquer aux gens, quand est-ce que la plante est allergène? C'est normal, elle est allergène quand elle fait ses fleurs. Donc il faut connaître le cycle de la plante. Donc c'est quand, en général? C'est en août-septembre. Donc s'il faut intervenir, il ne faut pas attendre août-septembre pour intervenir. Il faut réagir avant. Mais pour pouvoir réagir avant, il faut reconnaître la plante. Et pour pouvoir reconnaître la plante, il faut savoir déjà la distinguer d'autres plantes qui pourraient lui ressembler. Donc ça, c'est intéressant. Il y a obligation d'agir. Donc pour les soucis dont on a parlé. Et là, il y a des cas vraiment très graves, je crois, de problèmes de santé, Florence. Oui, c'est quasiment pareil au cyprès. Je pense qu'on aurait pu avoir la même réglementation, mais c'était compliqué parce que ce n'était pas invasif. C'est ça qui a fait, je pense qu'on l'a pas eu. Mais d'un point de vue médical, on est quasiment sur la même ligne. Et nous, ça dure plus longtemps parce que les cyprès, ça dure 4 mois. Oui. Et l'ambroisie, plutôt 1 mois. Les cyprès, tu en as parlé. Je vais aller
que j'aille vite. Alors, il y a 2 espèces de cyprès et qu'on retrouve toutes les 2, mais plus une dans notre région, qui sont particulièrement allergisantes. Donc, le Cupressus impervirens, c'est celui qu'on voit à droite, c'est le cyprès en fait de nos cimetières. Et le Cupressus arizonica, donc le cyprès bleu, celui qui était planté autour de chez moi, là. Et donc, effectivement, il y a des époques de pollinisation qui ont lieu de manière décalée et plus ou moins longue pour les cyprès, mais qui ont tendance, en plus, à se rallonger avec le phénomène de réchauffement climatique. Et là, on est un peu déboussolé aujourd'hui pour dire de quand à quand durent les floraisons, et ça, c'est valable pour bien d'autres plantes encore aujourd'hui. Voilà. Donc, eux, ils libèrent de grosses quantités de pollen, effectivement. On parle de nuages de pollen, d'ailleurs. Alors, bon, là, c'est pareil, c'est des tableaux qui sont faits. Il y avait le même dans la plaquette là, mais on voit, c'est intéressant. Alors, chez nous, c'est sud-est, grand sud-est, on va dire, mais c'est centré sur Marseille. Ben, qu'est-ce qui apparaît comme problématique? Enfin, des pics, on va dire, de pollen. Le chêne, en mai, juin, juillet, intéressant aussi. Après, les cyprès, donc vous voyez que ça peut durer de octobre quasiment jusqu'à mai, donc des pics de floraison. Les graminées, dont on a parlé tout à l'heure, donc peut-être avec un phénomène de mode des graminées qui sont utilisées dans leur jardin. Et puis il y en a d'autres qui apparaissent en orange un peu plus clair, mais une dont on n'a pas parlé encore, qui est la pariétaire, que vous connaissez certainement. Elle est très classique de nos murs et nos murets. Alors avec les belles préconisations qu'on a en matière de protection de la biodiversité, ces plantes-là, on ne les enlève plus aussi également sur les murs. On ne passe plus les murs au glyphosate, en gros. On ne passe plus de pesticides sur les murs, et c'est ce qui était fait avant. Donc, du coup, les pariétaires prolifèrent à nouveau. Donc, c'est possible, là, qu'il y ait une augmentation d'allergie à la pariétaire. Vous voyez ce que c'est que cette plante? Elle a tendance à coller sur les murs. Une très belle plante de chez nous. Et puis, alors, je vais quand même parler très vite, je ne veux pas après encombrer, mais d'autres allergies qu'on peut avoir au jardin, parce que quand on est en train de désherber, de soigner notre jardin, on peut être confronté à d'autres plantes, et puis on peut avoir des réactions allergiques cutanées avec notre figuier, donc nos figuiers, il y a plusieurs variétés. Voilà. Les euphorbes que vous connaissez, donc il y a des euphorbes qui sont spontanés. Alors ça, souvent, quand on arrache, il n'y a pas de mauvaises herbes, toutes les herbes sont belles, mais souvent on arrache les herbes spontanées, on peut développer des petites allergies cutanées, des petites plaques rouges, vous connaissez ça mieux que moi. Souvent c'est lié aux euphorbes et le latex est assez toxique, donc il faut être assez vigilant après dans les jardins. Donc dans les euphorbes, on a des risques, d'autant plus qu'elles sont de plus en plus utilisées dans nos jardins d'ornement. Ici c'est l'euphorbe rigida, puis à gauche la ceratocarpa. Il y a beaucoup de massifs secs, économes en eau, qui utilisent les euphorbes également. Oui, il faut parler des poils irritants des orties, même si c'est une forme d'allergie aussi. Donc il y a d'autres choses. Puis voilà, si on fait un petit peu le tour de tout ce qu'on peut rencontrer dans les jardins, pour en revenir, la photo est très mauvaise parce que j'en ai pas trouvé une mieux là aujourd'hui. Pollen, ça c'est des frênes en fait. C'est des frênes, c'est le angustifolia, l'américain, le rouge, qui est de plus en plus utilisé. Donc il y a en fait aujourd'hui beaucoup de plantations de frênes qui sont à la mode, on va dire 2 arbres en ce moment particulièrement, en dehors du cyprès que tu as retrouvé sur l'espace dont tu parlais. Il y a le poirier pyramidal qu'on voit beaucoup, et puis le frêne qui arrive en grande quantité sur nos alignements aussi. Donc les pollens des frênes ou des cyprès, ou tout ce qu'on a vu avant. Les latex qui peuvent être toxiques, agir par contact, celui-là vous le connaissez, c'est le sumac de Virginie. Un contact allergique cutané, ici c'est un arbuste absolument splendide qu'on appelle le frémotodendron, qui fleurit jaune d'or au printemps et qui est préconisé dans les aménagements méditerranéens, mais alors là au niveau entretien c'est vraiment des démangeaisons immédiates. Voilà. La sève du cotinus, donc l'arbre à perruque aussi, qui peut avoir des effets. Alors quand on coupe le cotinus, quand on le bichonne un peu, on peut avoir une réaction allergique également. Le poil des fruits des platanes, souvent on dit c'est la bourre des platanes, vous savez. Et c'est pas, alors là du coup c'est pas les pollens, mais c'est ces fruits là, le poil des fruits qui peut être allergisant. J'ai vu d'ailleurs des gars aux espaces verts d'une année sur l'autre développer des allergies au niveau des yeux énormes à cause des bourres de platane.
Et puis on en parle moins, mais il y a ce qu'on appelle les phototoxicités. Et ça, il se trouve que je l'ai un peu creusé parce qu'on retrouve des plantes invasives ou des plantes qui posent des soucis en fait, sur la biodiversité. Alors pas ici, mais en tout cas pour la berge du Caucase ou la rue, notre rue qui a une odeur très particulière dans nos garrigues, peut développer des problèmes de phototoxicité. Donc ça veut dire que par le contact avec la sève, avec un rayonnement de soleil, on peut être brûlé et puis voilà, faire des réactions assez vives à ces plantes. Bon, alors, du coup, très vite, pour éviter ces problèmes d'allergie, tu l'as dit, la première des choses à faire, évidemment, c'est de se dire on va éviter de planter des végétaux pour lesquels on est particulièrement allergique. C'est sûr qu'on ne va pas mettre une collection de plantes allergènes dans les jardins si on est particulièrement sensible. Donc la question à se poser, c'est j'aime le frémotodendron, mais du coup, il fleurit au printemps. Qu'est-ce que je peux mettre comme autre type de végétal qui pourrait fournir ses fleurs jaunes également au printemps, qui soit adapté à la sécheresse? Là, il y en a plein. On en prend une au hasard, c'est la coronille. Voilà, qui peut pousser dans nos jardins, qui, elle, ne pose pas de problème d'allergie. Voilà, là j'avais un bel arbre à perruque, donc c'est le Cotinus cogigria, lui c'est le purpurea. Et la question à se poser, par quoi je peux le remplacer? Il était dans ma haie diversifiée pour avoir un feuillage pourpre et qu'il soit résistant également à la sécheresse ou à mes conditions climatiques. Une des réponses, ça peut être le Dodonea, qui lui ressemble et qui n'a pas ces problèmes-là, qui ne pose pas ces problèmes-là. Mais le Dodonea n'est pas un arbre qui va être résistant à des températures très basses. Donc il faut être vigilant par rapport à ça également. Ensuite, tu l'as dit, on va aller très vite. Évidemment, les haies de cyprès, elles ont fait que, facile à comprendre, c'est du monospécifique. Pour atténuer au moins l'effet de l'allergie, on va planter des haies, oui, mais des haies qui sont diversifiées. Donc ça, c'est quand même pas mal développé dans nos paysages depuis quelques années, je trouve. Ça a évolué favorablement, mais il n'empêche qu'il y a des résistances et que le message doit continuer de passer en ce sens. Bon, il passe d'autant mieux là quand même sur les diversifiés qu'il y a un grand retour à la biodiversité en parallèle, une grande tendance biodiversité dans les aménagements urbains, en principe. Là, on s'amuse quand on plante diversifié. Mais ça, planter diversifié, oui, mais ça peut se faire partout. En fait, ça peut se faire dans les massifs, comme le massif en bas à droite. Ça peut se faire même dans les jardinières. Donc, il faut absolument diversifier les végétaux au maximum. De toute façon, la biodiversité est bonne pour tout. Voilà. Et ensuite, comment éviter les problèmes d'allergie dans les jardins? Bon, là, on est à l'Alhambra. J'espère que vous n'avez pas de cyprès comme ça à tailler chez vous, parce qu'on n'est pas rendu. Alors, il faut faire une taille de cyprès anti-allergie. À l'Alhambra, c'est sûr que je ne vais pas dire demain, vous allez me couper tous ces cyprès-là sur l'allée. Là, je risque d'avoir des soucis avec le conservateur de l'Alhambra. Au cimetière de Fort-Calquier, que vous connaissez peut-être à Fort-Calquier. Donc, c'est un cimetière classé avec ses grandes haies d'ifs. Si demain, il y a un problème d'allergie, il y en a avec les ifs, je ne vais pas leur dire, vous coupez tous les ifs. Parce qu'il y a un patrimoine historique derrière à préserver. Donc au minimum, il faut intervenir avant que les haies ne soient allergènes, du coup, peut-être. J'ai du mal avec ça. Et donc on pratique des tailles de cyprès avant, en fait, la mise en place du pollen, le développement du pollen. Donc ce qu'on appelle les tailles anti-allergie, on va dire. Là, j'interviens parce que même pour les particuliers, souvent, moi j'ai beaucoup de patients, et c'est terrible, qui taillent quand ils commencent, ils vont tailler les cyprès en pleine période de pollinisation, c'est-à-dire maintenant par exemple. C'est terrible. Donc là, et ça peut même être une cause de devenir allergique. C'est-à-dire quelqu'un qui ne l'est pas, qui avait supporté l'environnement, il taille les cyprès en ce moment, et là il se prend une telle quantité qu'il va devenir allergique, et après il va être gêné à d'autres périodes de l'année. Donc vraiment, si vous avez des arbres à tailler, il faut toujours les tailler avant la pollinisation, et pour les cyprès, c'est super important, même à titre individuel, la personne qui taille. Et souvent, c'est des particuliers taillent eux-mêmes leur haie. Il faut le faire vraiment, je dirais, tu dis quoi? Je dirais entre juin et... moi, je dis entre juin et octobre. On peut aller même là jusqu'à février. J'ose plus rien dire. Franchement, j'ose plus rien dire parce que tout dépend des cyprès déjà. Pour le cyprès de l'Arizona, l'an dernier, on pouvait les tailler au mois de janvier, il n'y avait pas de problème. Ça aurait pu être décembre pour cette année. Donc il faut vraiment regarder. Là, j'ai vraiment du mal. Oui. Oui, à l'automne, c'est ça. Je pense qu'idéalement. Voilà. Ce qui ne correspond pas forcément au meilleur.
au meilleur moment pour le développement, mais bon, Oui, mais si on n'a pas le choix là. Voilà. Si, quand même, un peu. Et voilà, il faut concilier, c'est ça. Oui. Un petit peu. Bon, tondre, quand on a choisi de mettre en place des pelouses, oui, c'est clair qu'on va tondre. Tu as tout à fait raison quand tu dis il faut tondre au bon moment. Bon, déjà, il ne faut pas tondre quand il y a grand vent et puis quand il fait très chaud. Et puis, normalement, si on avait un gazon, ce qui normalement ne devrait pas avoir lieu d'être dans nos régions, un gazon de type anglais, parce qu'il faut faire des économies d'eau, il faudrait le tondre très ras et très fréquemment. Donc là, c'est compliqué. Pour pas qu'il monte à fleurs. Donc au moins, on peut mettre en place un principe de fauchage différencié, ce qui va bien dans le sens de la biodiversité, ce qui se développe également dans de nombreuses collectivités ou dans des jardins. Voilà. Et puis surtout, se dire, écoutez, plutôt que d'utiliser des graminées des graminées ou on va dire du moins un gazon classique anglais, il y a d'autres formes de gazon qui poseront pas ces soucis d'allergie et qui poussent très bien, qui sont économes en eau, qui sont piétinables, etc. Là, Denis, on peut en parler des heures et des heures. Donc en haut à droite, c'est une graminée certes, mais ça s'appelle le Zoysia tenuifolia. Lui, il est très résistant à la sécheresse, surtout il ne monte pas à fleurs ou très peu à fleurs. Et lui, il se tond que 2 fois par an, donc il est extrêmement... c'est super. En plus, il a un aspect moutonneux, il est très sympa. Mais il a ses inconvénients aussi, puisqu'il jaunit dès que la température est un peu trop fraîche. Il se met en vie ralentie. Là, ce qu'on voit là, le petit carré rouge, un petit peu, c'est la frankénie, la hévis, donc ça existe. Ça, c'est moyennement piétinable, ça utilise moins d'eau. C'est une plante qu'on va trouver au niveau de nos dunes. Ça forme de très jolis couvre-sols. Ça peut être d'autres solutions. Et là, je n'invente rien, on est chez le roi de l'inventeur du gazon de 2020. Enfin, maintenant, c'est 2050, c'est Olivier Philippi. Ça, c'est le gazon, c'est notre gazon qu'on devrait avoir dans toutes nos maisons en Méditerranée, mais on n'est pas prêt au niveau du regard. Donc, on multiplie les végétaux, on fait comme pour les haies, donc on fait de la biodiversité. On n'est pas obligé de tout piétiner, mais c'est quand même relativement piétinable. Et là, on n'aura pas de souci d'allergie puisque c'est un mélange de plantes et il y a très peu de graminées. Jusqu'à ce qu'on tombe sur une plante allergène. On peut concevoir les gazons autrement, comme ceux qui ont été réalisés au MUSEM à Marseille, donc sur des dallages. Chez nous, un gazon, ça peut prendre cette forme-là, un gazon sur dallage, en climat méditerranéen. Et puis enfin, il y a un dernier point, très pratique, tout à fait pratique, pour éviter les pousses d'herbes, qui sont souvent des graminées, parce que les graminées sont des opportunistes, comme beaucoup de plantes envahissantes, mais sont des opportunistes. Pour éviter qu'elles ne poussent, on paille les massifs, ça tombe bien parce que ça permet des économies d'eau, de faire des économies d'eau, et ça correspond à nos besoins de planter secs, disons, et économes et adaptés à notre climat méditerranéen. Donc il y a plusieurs types de paillage que vous pouvez utiliser chez vous, ou qu'on utilise déjà dans les espaces verts également, donc des paillages minéraux et organiques. Il faut les appliquer en épaisseur suffisante pour qu'ils soient efficaces vis-à-vis de la montée des herbes. Mais c'est un des premiers gestes à avoir également pour éviter la prolifération des graminées. Pas des cyprès, mais des graminées au moins. Et voilà, et ça c'était une photo du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire, j'avais adoré parce qu'on parlait de santé, alors j'ai pas sorti celle où il y avait le lit d'hôpital, mais quand même les tuteurs, là c'était des béquilles, donc on peut concilier quand même le jardin et la santé en faisant des aménagements sympas. Voilà, si vous avez des questions.